Alors, je vais reprendre à partir de là. Donc, j'ai dit, nous avons un bilan prévisionnel. Un bilan prévisionnel à la fin de l'année. Il y a des éléments. Nous avons des prévisions de vente et des prévisions d'achat. Nous avons des délais de paiement, d'encaissement et de décaissement. Et nous avons des informations sur les opérations qui seront réalisées. Donc il y a l'acquisition d'immobilisation, il y a des informations sur l'amortissement, des informations sur les dépenses de frais financiers, des informations sur les dépenses de remboursement des emprunts, et nous avons des charges de provision, donc ce sont des charges calculées, ils ne vont pas entrer dans le budget trésorerie, mais ils vont tout simplement nous aider à élaborer un bilan prévisionnel. Et nous avons des informations sur le compte client et fournisseur qui figurent dans le bilan. Donc les délais, ou bien les périodes pendant lesquelles on va encaisser ce qui figure dans le compte client à l'actif, et les délais pendant lesquels on va décaisser ce qui figure dans le compte fournisseur au passif. Nous avons aussi des informations sur le salaire. Les salaires de 1500 seront payés dans le mois et les charges sociales vont être payées avec un délai d'un mois. Ce que je vous demande de faire maintenant, c'est élaborer les prévisions de trésorerie, nous dire comment sera la trésorerie de cette entreprise, excédentaire, déficitaire, pourquoi, etc. Mais aussi, pas dossier, très bien. Donc, mais aussi élaborer un CPC prévisionnel, un bilan prévisionnel et un tableau de flux. Parce qu'on ne peut pas tout simplement faire la prévision financière sans tenir en compte l'imbrication de tout le budget. Donc il y a une imbrication entre le bilan, tout d'abord, budget hors exploitation, CPC prévisionnel, budget des ventes, budget des achats et budget de trésorerie. Donc tout ça c'est imbriqué. C'est ça donc l'objectif de ce cas de synthèse, c'est justement de montrer cette imbrication, comment les choses interagissent dans un même bilan. Ok. Je reprends ça parce que je suis en train d'enregistrer en même temps. Donc on verra c'est utile ou non pour les étudiants. Très bien. Donc jusque-là c'est clair. Hein? Ces montants-là sont clairs. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème à ce niveau, non? Très bien. Alors pour élaborer un CPC, qu'est-ce qu'il nous faut? Comme première question à laquelle il faut répondre, c'est quoi? C'est le calcul des stocks. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons un stock initial qui figure dans le bilan, et payé 2. On va partir de ce stock initial auquel il faut ajouter. Qu'est-ce qu'on ajoute au stock initial? Les achats, ce qu'on a acheté.
Qu'est-ce qu'on a acheté? Qu'est-ce qu'on a acheté? Les achats, qu'est-ce qu'on a acheté en janvier? C'est 40 000. Qu'est-ce qu'on a acheté en février? C'est 52 000. Qu'est-ce qu'on a acheté en mars? C'est 52 000. Maintenant, qu'est-ce que représente 52 000? Dans le CPC, ça ne m'intéresse pas. Dans le CPC, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai acheté dans le mois. Maintenant, est-ce que ça représente la consommation du mois suivant ou du mois d'après? Peu importe. Donc ça, c'est juste pour calculer le coût d'achat. C'est juste pour calculer le coût d'achat. Maintenant, ce que j'ai acheté, c'est ce que j'ai acheté réellement dans le mois. Donc, stock initial, le stock initial, plus les achats, moins le coût d'achat des marchandises vendues. Alors, le coût d'achat des marchandises vendues, maintenant, je le calcule à partir de la formule 182 000 fois 0,1. Et je dégage mon stock final. Donc, stock initial, plus les achats, moins le coût d'achat des marchandises vendues, est égal au stock final. Stock initial, bilan, plus les achats, il faut les calculer, moins le coût d'achat des marchandises vendues, il faut le calculer, est égal au stock final. Donc, ce que j'avais, ce que j'ai acheté, plus ce que j'ai acheté, moins ce que j'ai vendu, mais il y a là un problème. Ce que je le vends avec une marge. Donc il ne faut pas prendre le chiffre d'affaires. Il faut prendre le coût d'achat de ce que j'ai vendu. Il ne faut pas prendre ça en termes de prix de vente, mais au coût d'achat. Et finalement, ce qui reste, c'est le stock final. Le stock final, il est de 64 000. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la variation de stock. Parce que, comme vous le savez dans le plan comptable, dans le CPC, je travaille avec la variation de stock. Donc, variation de stock, c'est le stock final moins le stock initial. Donc là, j'ai un montant de 24 000. Donc c'est toujours moins la variation de stock, et la variation de stock, c'est stock final moins stock initial. Réfléchissez bien à cette question et vous allez comprendre pourquoi on doit faire toujours moins le stock initial, moins la variation de stock. Moins la variation. Pour les entreprises industrielles, c'est la production stockée. Ça veut dire ce que j'ai produit, c'est non seulement ce que j'ai vendu, mais aussi ce que j'ai stocké. Donc ça compte dans la production de l'exercice. N'est-ce pas? Ça compte dans la production de l'exercice. Par contre, si quelque chose, si j'ai vendu quelque chose qui existait déjà dans le stock, donc il faut la retrancher. Parce que ce n'est pas la production de l'exercice. Ça, dans les entreprises commerciales, donc c'est la même logique. Il faut toujours retrancher la variation de stock. Donc, vente de marchandises. Le CPC prévisionnel, je prends les ventes. Ce que j'ai vendu en janvier, en février et en mars. Ça me donne 182 000. Moins les achats de marchandises, donc moins 169 600, moins la variation de stock, 24 000, ça nous donne les achats revendus de marchandises. Donc les achats revendus de marchandises, ce sont les achats de marchandises, moins la variation de stock. Ce qui m'intéresse là, ce que j'ai revendu, ce que j'ai acheté et revendu. Ce que j'ai stocké, ça ne compte pas dans les ventes. Donc, parce qu'il est question de faire maintenant une différence entre
les ventes et les achats revendus. Les achats revendus, il faut les calculer. Donc il n'y a pas, parce que je peux acheter un lot de 100. J'ai vendu 80 à 120. Et j'ai stocké 20. Alors, lorsque je veux calculer mon résultat, je prends le montant du compte, mais je ne fais pas la différence par rapport à ce que j'ai acheté, j'ai fait la différence par rapport à ce que j'ai acheté et vendu. Ce qui est stocké, ça n'entre pas dans le calcul. Donc, ce que j'ai acheté, c'est 100, mais j'ai vendu seulement 80. J'ai vendu 80 à 120, donc différence de 40. Par contre, si je fais tout ce que j'ai acheté 100, ce que j'ai vendu 120, donc la différence il est de 20. La marge est de 20. Or, la marge est de 40. Parce que j'ai stocké une partie, je n'ai pas vendu. Donc, ce calcul de variation de stock, ça sert à ça. Donc, je ne compte que ce que j'ai acheté et revendu. Pas tout ce que j'ai acheté, parce qu'une partie est stockée. Et je prends les charges d'exploitation. Donc, toute la difficulté, c'est arriver là, faire ce travail-là. Donc, j'ai des ventes de 182 000, des achats revendus de 145 000, et je retrace les autres charges. Qu'est-ce que j'ai dans les autres charges? J'ai les charges d'exploitation, les autres charges d'exploitation. Donc, chaque mois, je dois payer une somme de 2 000, 2 000 en janvier, 2 000 en février, 2 000 en mars. Le total, ça fait 6 000. Les salaires, 6 500. 1500, c'est 2 000. 1500. Alors, il y a un problème. C'est pas 1500, les salaires de 1500 sont versés dans le mois, parce que sinon, il faut refaire tout. Je peux faire 6 000, c'est sur 4 mois. Ça fait 4 500. Les charges sociales sont à part, je pense. Oui, ça augmente un peu les charges. Salaire et charges sociales. Donc ça fait 1500 plus 500, ça fait 2000. 2000 fois 3, ça fait 6000. Donc salaire et charges sociales. Salaire et charges sociales. Ça fait 6 000. C'est bon? Dotation aux amortissements. Donc là, c'est l'amortissement de l'immobilisation. Dotation aux provisions. Là, ce sont les 1000 de provisions pour garantie donnée aux clients. Donc ce sont les autres provisions pour risque et charge, parce qu'il y a un risque. L'entreprise a vendu une marchandise, il a fait une provision au cas où il y a un défaut dans cette marchandise. Il peut le couvrir, donc c'est une autre provision pour risque et charge, qui peut se réaliser, qui peut ne pas se réaliser. Nous avons aussi, si je fais la différence maintenant entre ce montant-là et l'ensemble de ces charges-là, j'aurai un résultat d'exploitation de 20 215. Un résultat d'exploitation de 20 275. Ça, c'est le résultat d'exploitation. Donc, ce sont les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. Ça donne un résultat d'exploitation de 20 275. Je retranche les frais financiers, 600. 600, c'est quoi? Si 8%
des emprunts de 30 000, je pense. Si 8% des emprunts, si 8% de 30 000, mais sur l'année, ça fait combien? 24 000. Pour un trimestre, c'est combien? Je divise par 4. Pour le trimestre, ça fait 6 000. Je divise par 4. Pour le trimestre, ça fait 6 000. 600. C'est pas 24 000. C'est pas 8%. Ça va chambouler tout. C'est 6 000. Si c'est 6 000, ça va chambouler tout. 600. Si 8% de 30 000 divisé par 4. 600. 600. Si 2400 pour une année, 2400 pour une année, 8% de 30 000, si 2400 pour une année, ce qui m'intéresse maintenant, c'est un CPC prévisionnel pour 3 mois. Les 3 mois à venir, janvier, février, mars, donc préférencier c'est 600. Le résultat courant, donc c'est le résultat d'exploitation, moins le résultat financier. Tout simplement, ça donne 19 675. Par souci de simplification, je travaille avec un impôt sur les bénéfices de 50% pour montrer justement comment ce résultat est réparti. Mais la réalité, c'est moins de ça, donc c'est 40%, 33%. Mais par souci de simplification, je travaille avec un impôt sur les résultats de 50%. Ce qui me permet de dégager un résultat net positif de 9 838. Tout ce qui est en rouge, on va le retrouver dans le bilan prévisionnel. Je mets tout ce qui est en rouge, on va le retrouver dans le bilan prévisionnel. Alors, mes ventes. Donc là, c'est le CPC. Le CPC, c'est facile de l'élaborer. Maintenant, mon budget des ventes. Je travaille en hors taxe. J'ai un client tout d'abord, un poste client dans le bilan qui est de 48 000. Nous avons l'information en quoi 75% de ce montant va être encaissé en janvier et le reste, 25%, ça va être encaissé en février. Pour les ventes de janvier, en janvier, au comptant, je vais encaisser 40%, et là, 40% en février et 20% en mars. Pour les ventes de février, 40% en février, 40% en mars, et ce qui va rester, c'est dans le bilan prévisionnel. Donc c'est en avril. Donc là, c'est en avril. Pour les ventes de mars, je vais encaisser 40% en mars, et ce qui va rester, c'est pour le bilan prévisionnel, c'est pour le mois d'avril. Si je fais le total maintenant, c'est ce total qui va figurer dans mon budget de trésorerie. Qu'est-ce que je vais encaisser en janvier? Je vais encaisser ce total. Et en février, ce total. Et en mars, ce total. Et ce qui va être encaissé
parce que là, il y a un montant qui va être encaissé en avril et un autre montant en mai. Donc, je vais encaisser ce total-là pour les mois qui suivent. N'est-ce pas? On est clair là? Ça ne pose pas de problème. Même avec la TVA. Même avec la TVA, ça ne pose pas de problème. Pour la TVA, j'ajoute tout simplement une colonne ici. J'ajoute une colonne où il y a le montant TTC et j'ajoute une ligne où il y a donc, je calcule le montant de la TVA que je vais transférer dans le budget TVA. N'est-ce pas? Oui. Comment on doit? Qu'est-ce que ça veut dire on doit? Oui. Justement, j'ai expliqué pourquoi. Donc, pour un souci de simplifier la présentation, parce qu'on n'a pas le temps de faire tout, parce que c'est un peu compliqué, c'est pas compliqué, mais si on comprend le principe, on peut faire ça avec un télé. Je vous laisse la possibilité de faire ça, parce que ça, il faut le faire. On ne sait jamais, c'est important de le faire. Donc, ajouter un taux TVA de 20% et refaire tous les calculs qu'on va faire tout à l'heure, sans TVA. N'est-ce pas? C'est un exercice que je vous soumets et il faut le faire avec la TVA. Très bien. Maintenant, nous travaillons sans TVA, donc il suffit juste d'ajouter une colonne et une ligne et on verra. On a vu comment intégrer ces éléments de la TVA dans le budget trésorerie. Maintenant, pour les achats, je prends les achats de janvier, j'ai déjà un montant dans le bilan et j'ai l'information sur comment ce montant va être décaissé. Donc, il va être décaissé en janvier. N'est-ce pas? Ça représente 50% des achats de décembre. N'est-ce pas? Donc, ça représente 50% des achats de décembre. On va payer ce montant en janvier. Sur les achats de janvier, donc je vais payer en janvier la moitié et en février la moitié. Sur les achats de février, la même chose en février et en mars. Sur les achats de mars, 50% en mars et 50% en avril. Mais avril, ça dépasse mon budget trésorerie. Et un total. Donc ce qui va figurer dans le budget de trésorerie, c'est cette dernière ligne. C'est cette dernière ligne. C'est cette dernière ligne qui va figurer dans le budget de trésorerie. Pour les salaires et autres charges d'exploitation, donc j'ai dit que les autres charges d'exploitation sont payées dans le mois. Donc en janvier, je vais payer 2000, février 2000 et mars 2000. Les salaires aussi sont payés dans le mois, donc 1500, 1500, 1500. Et les charges sociales, c'est avec un différé d'un mois. Donc les charges sociales de janvier, je vais les payer en février. Celles de février, je vais les payer en mars. Et celles de mars, ils vont rester par la suite. C'est un montant en rouge, donc il va figurer dans le bilan prévisionnel. Tout ce qui est en rouge, il va figurer dans le bilan prévisionnel pour montrer justement cette imbrication entre ces éléments-là. Donc l'imbrication entre ces éléments, on va la voir à partir de des sous-budgets, vente, achat, contre-achat, etc. Par exemple, pour le montant de 500 que je vais payer en avril, donc ça dépasse le budget trésorerie. Lorsque je veux élaborer un bilan pour le premier trimestre, ici, au niveau des dettes, j'aurai un montant de 500. Il est là. N'est-ce pas? Donc, tout ce qui est en rouge, il faut le transférer dans le bilan. On va voir ça en détail. Budget des charges hors exploitation. Qu'est-ce que j'ai comme charge hors exploitation? Donc, il y a un investissement
de 15 000. Il y a des frais financiers de 600 à décaisser en mars. Et il y a remboursement de l'emprunt d'un montant de 1500. Qu'est-ce que vous avez dans le bilan? Qu'est-ce que vous avez comme information concernant le remboursement de l'emprunt? Oui? Comment? Annuellement, de 6 000. Donc je prends juste le montant qui correspond au trimestre. Voilà. Je prends juste le montant qui correspond au trimestre. Le reste, on va voir où il doit figurer. Voilà. Donc, mon budget trésorerie, j'ai les encaissements sur les ventes de janvier, sur les ventes de février et sur les ventes de mars. Dans le budget trésorerie, ce n'est pas comme dans le CPC. Dans le budget trésorerie, ce sont les encaissements et les décaissements réels. Ce que j'ai encaissé réellement et ce que j'ai décaissé réellement. Donc, ce sont les flux monétaires réels. Donc, je n'ai pas ici pris en compte ce qui va être encaissé ou bien décaissé à crédit. Ce qui va être encaissé et décaissé à crédit ne figure pas dans le budget trésorerie. Ça, c'est un point très important. Donc là, je prends les encaissements réels et les décaissements réels. Donc, ce que j'ai encaissé réellement, en janvier, c'est 56 000, en février, c'est 58 400, et en mars, c'est 62 800. Ce que j'ai décaissé, les décaissements sur les achats de marchandises. Donc, ce sont ce que j'ai décaissé en janvier, les achats de janvier, les achats de février et les achats de mars. Décaissement sur les autres charges d'exploitation, donc c'est 2000 partout. Décaissement sur les salaires, paiement des salaires, c'est 1500, 1500, 1500. Décaissement sur les charges sociales, qu'est-ce que j'ai décaissé? J'ai décaissé 500 en février et j'ai décaissé 500 en mars parce qu'il y a un début. Les autres 500 qui restent ne figurent pas dans le budget trésorerie. Ils vont figurer dans le bilan prévisionnel. Ils figurent bien entendu dans le CPC. Ils figurent dans le CPC. Le CPC, il tient en compte. Il ne tient pas en compte des délais. Je vends à crédit ou je vends au comptant, peu importe pour le CPC. Par contre, pour le budget trésorerie, ça compte. Alors, oui. Les charges sociales, on va dire qu'on va commencer une autre manière de travailler pour ce trimestre. J'ai pas pris ça en compte, mais je parle des 3 mois. En tout cas, pour le faire, qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour prendre en considération cette remarque, il fallait ici prévoir 500 organismes sociaux, dans le compte organismes sociaux, 500. Et donc, c'est juste un oubli, mais ce n'est pas important, puisque vous comprenez. Donc, il y a la possibilité de comprendre ça. À partir de l'opération qu'on va faire justement pour les 500 qui restent. Mais c'est très bon roman. Très bien. Alors, ça, celui-là. Très bien. Donc, charge sociale. Je prends en compte ce que j'ai décaissé en février et en mars. Dépenses au décaissement sur investissement, donc
on prévoit un investissement de 15 000 qui sera réalisé en mars. Décaissement sur les frais financiers, donc les 600 de frais financiers en mars. Le remboursement de l'emprunt, 6 500 en mars. Et à la fin, on peut prévoir d'autres dépenses, d'autres décaissements, d'autres encaissements, mais le principe c'est ça. Donc je ne dois tenir en compte que des encaissements et des décaissements réellement réalisés ou effectivement réalisés. C'est bon. Donc encaissement moins décaissement, ça me donne un solde de trésorerie en janvier positif de 6 100, en février de 1600 et en mars de moins 16 700. Ça veut dire qu'en mars, les décaissements étaient de loin supérieurs aux encaissements. En mars, les décaissements étaient de loin supérieurs aux encaissements. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends ma trésorerie initiale, la trésorerie nette, trésorerie active moins trésorerie passive. Donc les 2500 moins les 4000, ça donne moins 1500. Donc là, je pars avec une trésorerie qui est négative. Je pars avec une trésorerie qui est négative. Je pars avec une trésorerie qui est négative de 1500. Moins 1500. Et je fais le cumul, tout simplement. Je fais le cumul. Moins 1500 plus 6100, ça donne une trésorerie finale, trésorerie cumulée de 4600. J'ajoute ce montant. J'ajoute ce montant-là à celui-là et ça me donne ça. J'ajoute et ça me donne ça. Donc, finalement, trésorerie, elle est positive en janvier, positive en février, mais déficitaire en mars. Trésorerie positive en janvier, ça veut dire quoi? C'est la trésorerie nette. Ça veut dire que la trésorerie active est supérieure à la trésorerie passive. En termes économiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux choses. Ça peut signifier deux choses. Oui. Pas forcément. Sur le plan de la structure financière. Voilà. Donc il y a deux choses. Il y a un fonds de roulement positif qui couvre un BFR. Le BFR peut être positif ou négatif, peu importe, et qui dégage une trésorerie nette positive. N'est-ce pas? Donc, là, on raisonne en termes de trésorerie. Trésorerie finale, c'est la trésorerie nette. C'est la trésorerie active moins trésorerie passive, ce qui est aussi égal au fonds de roulement moins le BFR. Maintenant, s'il est positif, ça veut dire que le fonds de roulement est supérieur au BFR. N'est-ce pas? Très bien. Maintenant, je vais élaborer, à partir de là, je peux élaborer mon bilan de la période. Donc, bilan en fin mars. C'est le bilan en fin mars. Les immobilisations.
Qu'est-ce que j'ai fait au niveau des immobilisations? Donc je vais intégrer ça, je vais voir mon budget hors exploitation, j'ai ce montant-là, que je vais ajouter à ça, ce que j'avais au départ. Donc j'avais immobilisation 100 000 plus ce que j'ai acheté 15 000 moins un amortissement. Donc c'est comme ça, je vois maintenant quel est le lien entre un budget hors exploitation et l'actif immobilisé. Donc pour élaborer, ou bien pour rectifier, ou bien pour corriger mon actif immobilisé, je dois voir qu'est-ce qu'il y a au niveau du budget d'investissement ou bien budget en exploitation. Donc il y a un investissement, j'ajoute, et il y a un amortissement que je retranche, donc ça me donne ça. Et si ainsi de suite, donc ça me donne un actif immobilisé de 111 875, ce qui va changer fondamentalement le fonds de roulement. Donc c'est un actif immobilisé qui augmente. Il y a ce premier point. Deuxièmement, stock de marchandises. C'est le stock final que j'ai calculé. Donc j'ai parti d'un stock initial de 40 000, plus les achats, moins le coût d'achat des marchandises vendues, n'est-ce pas? Est égal au stock final. Donc ce stock final, je le reprends directement ici. Par la suite, ça, c'est quoi? Ça, c'est tout simplement, je regarde mon budget des ventes et je reprends ce montant-là. Ce qui reste dans le bilan prévisionnel, je le reprends ici. Donc, j'oublie ce qui était inscrit dans le bilan de départ parce que ce montant-là, il a été encaissé. Mais pour le bilan suivant, je dois m'intéresser à ce qui reste dans le bilan prévisionnel, la dernière colonne, vente. Donc je reprends ce montant directement et je l'inscris ici. N'est-ce pas? Le capital et réserve, ça n'a pas changé, donc c'est le même montant. Le résultat net, si. Donc ce montant-là, mon schéma, c'est le CPC prévisionnel. Qu'est-ce qu'il y a dans ce CPC prévisionnel? Donc dans le CPC prévisionnel, il y a un résultat net de 9 838. C'est ce résultat-là que je dois inscrire ici. 9 838. L'emprunt. Mais il n'y a pas 9 838, il y a aussi 9 838 d'impôt sur le résultat. Cet impôt sur le résultat, il va figurer lui aussi dans le bilan prévisionnel, mais ici. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça représente? C'est ce qu'il faut payer à l'État comme impôt. Donc c'est une dette à court terme qu'il faut payer à l'État. Donc c'est le bilan prévisionnel, enfin, c'est le CPC prévisionnel. Donc c'est le CPC prévisionnel qui va me permettre de déterminer ce montant de dette à court terme, mais aussi de déterminer le montant qui va être rajouté au capital propre. N'est-ce pas?
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les emprunts. Alors là, il y avait 30 000. Je dois payer 600. 1500. Donc 1500 qui représente quoi? Qui représente un décaissement, le décaissement du trimestre, n'est-ce pas? Donc 6 000 par an. Pour ce budget-là, ça va être concerné par un montant de 1500. Donc le reste, il va rester justement ici. Donc le reste, il est dans l'emprunt. Donc là, je travaille avec le budget des autres, le budget hors exploitation. Donc je dois retrancher ce montant-là de l'emprunt, ce qui va nous donner un montant de 22 500. Pour ce montant-là, les dettes fournisseurs, je dois aller les chercher où? Très bien, c'est le budget des achats. Les achats, ce qui va rester, c'est 32 000. Donc je vais les retrouver ici, 32 000 dettes fournisseurs. Autre provision pour risques et charges. Ça, c'est une provision, donc c'est comme les amortissements, c'est une charge calculée. Je ne vais pas la retrouver dans le budget trésorerie ou les sous-budgets trésorerie parce que c'est une dépense qui est effective. Je dois aller voir du côté de CPC. Oui. Il nous ont dit que la provision c'est mensuel. Donc c'est un rapport pour le trimestre 3 000. 3 000 de quoi? C'est la provision. La provision? Les provisions de 1000. Hein? Donc, que ce soit 1000 ou 3000. 1000. Qu'est-ce que j'ai dit là? Chaque mois? Disons 1000 tous les 3 mois, parce que sinon, ça va chambouler tout. Hein. Donc, je préfère rectifier ça sans entrer dans le... parce que ça va chambouler tout. L'entreprise prévoit chaque mois. Donc, je n'ai pas fait attention. On va dire que l'entreprise prévoit tout simplement. Voilà. J'ai corrigé. Donc, autrement, ça va changer. Hein. Ça va demander un autre calcul. Donc, on peut dire ça. En tout cas, dans ce budget-là, dans le CPC, c'était 1000. Dans le CPC, c'était 1000. Puisque ça ne concerne pas le budget trésorerie, je peux dire voilà, 1000 pour le premier mois. D'ailleurs, c'est très logique de faire ça. Mais seulement, il ne fallait pas dire chaque mois. Parce que normalement, comme vous le savez, la provision, comment elle fonctionne? Je vends une marchandise ce mois. Pour cette marchandise, je prévois une provision en cas de problème de 1000. Si le problème arrive et est couvert par 1000, couvert ou pas couvert, c'est un autre calcul, comme vous le savez. Hein. Il y a la reprise, il y a le temps. Si le risque ne se réalise pas, cette provision sera reconduite pour le mois prochain. Et ainsi de suite. Donc, finalement, je peux dire que pour toute la période, on prévoit 1000. Pour chaque mois, cela nécessite de connaître est-ce que... Mais on est dans la prévision, quoi. On est dans la prévision. On n'est pas... Parce que dire une provision pour chaque mois... On est sûr qu'elle sera...
Voilà, c'est comme si on est sûr que le risque va se réaliser. Or, le risque, il est probable. Il est probable. N'est-ce pas? C'est pas l'application du principe de prudence. Pas de prudence. Mais ça passe, hein? Très bien. Je rectifie. Voilà. Donc, autre provision pour risque et charge, il faut voir le CPC, donc c'est ce montant de 1000. Dans les organismes sociaux, ce montant de 500, il faut aller voir maintenant les charges, les salaires et les autres charges d'exploitation. C'est ce montant-là qui va être décaissé en avril. C'est ce montant-là qui va être décaissé en avril et qui ne figure pas dans le budget trésorerie, qu'on va retrouver comme une dette vis-à-vis des organismes sociaux dans le bilan prévisionnel. Et impôt taxe, donc ça c'est les 50% de l'impôt sur les bénéfices. Et ce montant-là, trésorerie passif, il faut aller le chercher ici. Donc je prends ce montant-là et je le mets ici. Vous allez remarquer qu'il y a un point qui manque. Un point qui manque. C'est pas, j'ai fait un calcul. En tout cas pour le résultat, je pense que c'est en divisant le résultat net par 2 qui a donné ce point-là. Ce que j'ai fait, c'est pas, en tout cas, j'ai pas beaucoup réfléchi sur ce un point. C'est pas un point d'ailleurs, c'est un point, oui. C'est un point qui manque, mais c'est pas le temps de voir. Ça, en divisant par 50%, ça donne un chiffrant. Rectifier. Il y a un petit problème là. Donc là, trésorerie passif, c'est 10 500. Et là, j'ai 10 499. Donc, il manque 0,0001. C'est 0. Hein? C'est pas 0, c'est 1. C'est pas 0,0001, c'est 1. Donc je vous laisse le choix, enfin je vous laisse le soin de rectifier ça et de refaire cet exercice en ajoutant la TVA. Et avant l'entendeur, qu'est-ce qu'on dit? Avant l'entendeur, salut. Avant l'entendeur, salut. Très bien. Donc là, c'est mon bilan prévisionnel. Et mon objectif, c'était tout simplement de vous expliquer ça. De vous expliquer cette imbrication entre les différents états financiers prévisionnels. N'est-ce pas? Maintenant, le schéma il est là. On part d'un bilan, on part d'un projet, on a des opérations prévisionnelles, des scénarios. On peut élaborer maintenant des scénarios. On peut augmenter les ventes, on peut diminuer les achats, on peut accélérer l'encaissement, on peut ralentir le décaissement. On peut faire à l'avance des scénarios pour élaborer un budget équilibré et qui permet justement d'assurer la rentabilité et la solvabilité de l'entreprise. La dernière question, c'est par rapport
au tableau des flux de trésorerie. Alors, remarquons tout d'abord ça. Donc j'ai calculé le fonds de roulement. J'ai calculé le fonds de roulement à partir du premier bilan que j'ai appelé fonds de roulement 1, donc est égal à 66 500. Le BFR 1, c'est moins 68 000, ce qui a donné une trésorerie nette qui est égale à trésorerie active moins trésorerie passive de moins 1500. Maintenant, à partir de ce bilan prévisionnel fin mars, j'ai recalculé le fonds de roulement, il est de 62 963. Le BFR 2, il est de moins 73, enfin il est de 73 462. Et la trésorerie nette, elle est de moins 10 499. Disons 10 500. Voyons maintenant la variation du fonds de roulement. La différence entre fonds de roulement 1 et fonds de roulement 2, c'est moins 3537. Cela veut dire quoi dans notre cas? Qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, diminution du fonds de roulement. Expliqué par quoi? Par une augmentation de l'actif immobilisé. Au contraire, il n'y avait pas une diminution des capitaux propres, il y avait une augmentation des capitaux propres. On a investi, on a fait un résultat. Là, dans ce bilan-là, par rapport au premier, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté ce montant-là. Donc, on a renforcé les fonds propres. Mais, on a aussi investi un montant de 15 000. Donc, l'augmentation n'était pas proportionnelle. Donc, l'augmentation, c'est à la fois l'actif immobilisé qui a augmenté et le financement permanent qui a augmenté. Donc, ce n'est pas toujours une diminution, est expliquée par l'augmentation d'un poste et la diminution de l'autre. Ils peuvent tous les deux augmenter, mais d'une manière qui n'est pas proportionnelle, d'une manière disproportionnée. Donc, c'est ce cas. Donc, même avec une augmentation du financement permanent, on remarque que la variation de fonds de roulement est négative. Voyons maintenant le BFR. Le BFR, il a été aggravé. Donc, au lieu de 68 000, le BFR, dans la deuxième période, il est de 73 000. C'est comme si le BFR il a augmenté de 5 462. Si je fais la différence entre les deux, donc ça peut être expliqué par quoi? Ah, pardon. Ah oui, c'est ça. L'augmentation, il faut voir. Donc il y a l'augmentation des créances clients. Diminution. Est-ce qu'effectivement il y avait une diminution des dettes? Au contraire. Donc tout ça, ce sont des ressources. Tout ça, ce sont des ressources. Mais ce qui a augmenté, c'est ça. Donc, les ressources ont augmenté, mais les emplois ont aussi augmenté.
Donc, ce qui a expliqué qu'il y a une aggravation des BFR. Donc, c'est le même schéma. Donc, il faut pas toujours dire, voilà, le fondement a diminué parce que l'actif immobilisé a augmenté, le financement permanent a diminué. Ou bien, le BFR s'est aggravé parce que les emplois d'exploitation ont augmenté et les ressources d'exploitation ont diminué. Non. On peut se situer dans le scénario suivant et l'aggravation du BFR peut être due à une augmentation des emplois d'exploitation, mais qui est plus que proportionnelle par rapport à l'augmentation des ressources d'exploitation. C'est un peu le schéma, donc il ne faut pas être dans cette vision. Voilà. Maintenant, ça on peut le calculer, mais on ne sait pas. On peut remarquer ça, mais on ne peut pas interpréter. Donc quel est maintenant l'outil qui va nous permettre d'interpréter ces résultats? C'est le tableau du flux de trésorerie. C'est le tableau des flux de trésorerie. C'est ce tableau-là qui va nous dire, voilà, quels étaient les flux de fonds durant cette période. Qu'est-ce qui a augmenté, qu'est-ce qui a diminué, mais des flux réels. Donc, on peut le calculer de deux manières. On va voir la première manière. Donc, je pars. Donc, on va oublier ça. Je pars du résultat de l'exercice. Rappelez-vous l'indicateur qu'on a travaillé la dernière fois, c'est l'excédent de trésorerie d'exploitation. L'excédent de trésorerie d'exploitation, qui est égal à l'excédent brut d'exploitation moins la variation des fonds de roulement. Donc c'est un peu dans cette logique de l'excédent de trésorerie d'exploitation qui ne concerne que les encaissements et les décaissements réels par rapport à l'exploitation. Vous vous rappelez? On a parlé de ça, de l'excédent de trésorerie d'exploitation, quelle est sa signification et quelle est son importance. C'est un indicateur en rapport avec l'exploitation et il nous permet de dire, voilà, est-ce que l'exploitation dégage des ressources, crée de la valeur, ou bien au contraire, est-ce que l'exploitation détruit la valeur au niveau de l'entreprise? C'est l'indicateur excédent de trésorerie d'exploitation. Déjà. Alors c'est la même logique, seulement il va être complété par d'autres éléments. Donc le tableau de flux de trésorerie, c'est un tableau qui va nous permettre de suivre les encaissements et les décaissements à la fois de l'exploitation, des financements et de l'investissement. Il y a deux manières de le travailler. La première manière, je pars des résultats nets de l'exercice. Il y a le tableau de flux d'exploitation des experts comptables au niveau de la France. Il y a au Maroc, il n'y a pas un seul document, il y en a plusieurs. Il y a des tableaux de flux de trésorerie qui sont normés, donc suivant les normes de l'EFRS, suivant les normes, il y a plusieurs manières, mais la logique est la même. Je peux partir du résultat de l'exercice. Qu'est-ce qu'on a dégagé comme résultat? Le résultat net, c'est 9830. Si j'ajoute à ce résultat les dotations aux amortissements, c'est 3125. Je suis dans la capacité d'autofinancement. Maintenant, pour voir pourquoi on n'a pas pris en compte les provisions, il faut tout simplement aller vers l'exception qui est dans le plan comptable. À ce niveau, il y a une exception pour le calcul de la casse. On ne doit pas prendre en compte les provisions qui concernent l'actif circulant. On prend tout simplement les provisions, mais les provisions à long terme, qui ont un caractère de réserve. Il y a des provisions ici qui ont un caractère de réserve. Donc toutes les provisions qu'on retrouve au haut du bilan passif
provision pour gisement, provision pour, logement du personnel, pour reconstitution du gisement, etc. Là, ce sont des provisions qui ont un caractère de réserve. Si je fais une provision dans ce sens, je vais la considérer comme une réserve et je vais l'ajouter au résultat net pour calculer la capacité d'autofinancement, parce que ça fait partie de la capacité d'autofinancement. Par contre, les provisions qui concernent, par exemple, pour notre exemple, on a un risque de défaillance d'une marchandise, donc il y a un grand risque. Cette provision peut effectivement servir pour la couverture de ce risque. On est d'accord? Donc il faut juste voir les exceptions au niveau du calcul de la CAF dans le plan comptable. Vous allez remarquer qu'il y a à l'exception des provisions qui concernent le contrat. S'il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a? C'est la porte qui va faire le tour. Ou les autres clients. Des visiteurs. Nous avons des visiteurs. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? La porte est fermée. Oh là là. Alors, on est solidaire, hein? Personne ne doit aller manger, il faut manger en même temps. Très bien. Donc, je pars des résultats nets. Le résultat net, c'est ça, n'est-ce pas? Ça ne reste pas beaucoup, hein? Juste 10 minutes, parce que ça c'est très important. Et tout à l'heure, j'ai dit, bon entendeur, salut, je le répète, parce que il me paraît que c'est un truc très intéressant, ce tableau de vie très heureux. Donc, résultat net, c'est ça. J'ajoute les dotations aux amortissements. Ça donne la capacité d'autofinancement. Ça veut dire l'argent qui va rester dans l'entreprise pour réaliser d'éventuels investissements, la capacité d'autofinancement. N'est-ce pas? Donc c'est quoi? Si le bénéfice net, plus les dotations aux amortissements, puisque les dotations sont des charges calculées, donc ce ne sont pas des charges dérissables, ils ne figurent pas dans le budget trésorier. Je n'ai pas distribué du bénéfice, donc distribution de bénéfice 0. Si jamais il y a distribution de bénéfices, il faut la retrancher de la CAF pour avoir l'autofinancement. Donc, cette somme de 12 963, à quoi il va servir ou bien à quoi il a servi pendant cette période? À quoi il a servi? Il a servi à rembourser l'emprunt. Combien on a remboursé? On a remboursé 1700 emprunts. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a investi 15 millions. On a remboursé et on a investi. Ce qui va donner une variation du fonds de roulement de moins 3537. Donc, il suffit tout simplement de faire la différence entre l'autofinancement, ce que j'ai comme capacité d'autofinancement, je n'ai pas payé de dividendes, donc 12 963, mais j'ai remboursé un emprunt et j'ai réalisé un investissement, ce qui a donné forcément un fonds de roulement négatif. Maintenant, si je remarque la variation de fonds de roulement réalisée à partir du premier bilan et du deuxième bilan, ça donne effectivement moins 3537. Seulement, le tableau
des flux de trésorerie. Qu'est-ce qu'il me montre? Il me montre de quoi est faite cette variation, n'est-ce pas? Donc j'ai fait mes prévisions sur le trimestre. Ils ont donné un autofinancement de 12 963 qui m'a permis de rembourser un emprunt et de réaliser un investissement, et je me suis retrouvé avec un fonds de roulement de moins 3537. Maintenant, le tableau de flux il montre ça, n'est-ce pas? Variation de stock. Variation de stock. Donc il faut voir le stock du bilan 1 et stock bilan 2, ça donne une variation de 24 000. Ça a augmenté. Si vous faites le calcul, ça a augmenté. Mais puisque c'est un emploi, je le mets au négatif. N'est-ce pas? Le BFR. Dans le BFR, l'actif circulant, ce sont des emplois. Le passif circulant, ce sont des ressources. Donc, cet actif, ou bien cet emploi, si la différence elle est positive, donc je vais la mettre comme étant un besoin. C'est un besoin qui a augmenté. Donc, variation de stock, c'est moins 24 000. Variation de clients, donc il faut comparer, ça donne moins 4 800. Variation de fournisseur, puisque c'est une ressource, donc il a un signe positif de 12 000. Variation état créditeur, donc l'État a laissé à ma disposition sa part de l'impôt, donc il est toujours dans l'entreprise cette part d'impôt, donc c'est une ressource supplémentaire qui concerne le passif circulant de 9 838 et une augmentation des provisions. Ces provisions-là, 6 000 là, que j'ai réduit sur les produits et que j'ai gardé de côté, enfin, je n'ai pas gardé de côté, qui sont restés dans la trésorerie de l'entreprise, c'est une ressource supplémentaire. En attendant, si le risque se réalise, la ressource elle sera utilisée, donc ce n'est plus une ressource, sinon elle est là quelque part dans le bilan d'entreprise, dans notre pratique d'entreprise. C'est une ressource qui est employée, c'est une ressource supplémentaire qui va couvrir un BFR. Et les organismes sociaux, les 500 des organismes sociaux, c'est aussi une ressource des passifs circulants. Si je fais maintenant la différence entre les emplois, variation de stock, variation de clients, variation fournisseur, variation état créditeur, autre provision pour risque et charge et organisme, je vais avoir une variation du BFR de moins 5462. 4562, donc un BFR de 5462. Remarquons maintenant, si je fais le calcul entre les deux bilans, ça donne la même chose, c'est moins 5462. Seulement, avec les détails des tableaux de flux de trésorerie, où l'argent est rentré, où il est sorti, ça donne ça. Ça donne le même calcul, mais avec plus de détails. Variation du BFR, c'est moins 5462. Maintenant, variation de la trésorerie, ou bien je fais la trésorerie du bilan 1 et bilan 2, ou bien je fais la différence entre le fonds de roulement et le BFR, ça donne moins 9000. Moins 9000. 8990. Donc c'est la même chose. C'est pas ce. J'avais un petit problème avec mon Excel peut-être, mais c'est la même chose. Ça c'est la première façon de calculer le tableau de flux de trésorerie en partant de résultat net. Je calcule la carte, moins les investissements, moins les remboursements. Je calcule la variation du fonds de roulement. Je calcule la variation des postes du BFR.
et je calcule la variation de la trésorerie. Ça, c'est la première méthode de travail. Il y a une autre, mais à partir du budget trésorerie directement. Donc, je travaille directement sur le budget trésorerie. Je fais la sommation des recettes d'exploitation. Donc, tout ce que j'ai encaissé en janvier, février et mars, c'est ça. Tout ce que j'ai décaissé pour l'achat des marchandises, c'est moins de ça. J'ai décaissé pour les autres charges d'exploitation 6 000. J'ai décaissé pour les salaires et les charges sociales 4 500. C'est 4 500. 4 500. 1500. Ok. Donc, j'ai décaissé les charges sociales 1000. Non, pas 1500. Parce que là, c'est à partir du budget trésorerie. Donc, que les encaissements et les décaissements réels. Ce que j'ai calculé au niveau, le fonds de roulement et le BFR, qu'on a calculé au niveau du bilan. Ça, il y a les encaissements. Qu'est-ce qu'il y a là? Dans ce bilan-là, il y a les crédits. Un crédit, etc. Et je calcule les variations. Maintenant, les mêmes variations, je peux les calculer directement du budget trésorerie, où il n'y a que les encaissements et les décaissements réels. Comprenez? Donc je peux calculer à partir d'un bilan la variation du BFR. Mais je peux calculer cette variation à partir du budget trésorerie, où il n'y a que les encaissements et les décaissements réels. Dans le bilan, il y a le BFR, il y a les crédits. N'est-ce pas? Et ça donne le même résultat. Seulement, le tableau de trésorerie, il me donne le détail du mouvement de trésorerie réel. C'est ça son utilité, il permet d'interpréter l'équilibre financier de l'entreprise d'une manière plurielle. Voilà. Donc, les recettes d'exploitation, ça je prends la somme des encaissements des 3 mois. Là, ce sont les dépenses des 3 mois. Les autres charges d'exploitation des 3 mois, les salaires des 3 mois, les charges sociales de 2 mois, trésorerie d'exploitation. Donc je fais la différence entre les encaissements et les décaissements, et ça donne une trésorerie d'exploitation. C'est cette trésorerie d'exploitation-là, qui est égal à l'excédent de trésorerie d'exploitation. Cette trésorerie d'exploitation, c'est en fait l'excédent de trésorerie d'exploitation. Là, ce sont des éléments en rapport avec l'exploitation. Là, c'est l'exploitation. À partir de là, c'est l'investissement. Et là, ça c'est le financement. Et là, c'est l'investissement. Donc, qu'est-ce que j'ai payé? J'ai payé les charges financières et j'ai remboursé l'emprunt. Là, ce sont des flux de fonds, ce sont des sorties d'argent qui concernent l'investissement. Donc, des charges financières de 600, un remboursement d'emprunt de 1500, et j'ai aussi un flux monétaire en rapport avec l'investissement. Qu'est-ce que j'ai fait?
dans notre cas, j'ai fait l'acquisition d'une immobilisation. Et ça donne une variation de la trésorerie nette de moins 9 000. Donc je retrouve